pour mettre les acteurs à niveau. Tout porte désormais donc à croire que les élections locales se tiendront à date due. Pour passer en revue les différents leviers de ce mécanisme et faire l'état des lieux, le point a plaisir ce soir à recevoir M. Doudou Ndir. Il est le président de la Sénat, par ailleurs ancien médiateur de la République du Sénégal. Monsieur Ndir, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous l'avons dit, vous êtes le président de la Sénat, par ailleurs ancien médiateur de la République. Exact. Entre la médiature et la Sénat, c'est quoi la différence? Mais la médiature, c'est une fonction confiée à une seule personne qui exerce la fonction de médiateur de la République, entouré d'une équipe qu'il se choisit lui-même au cours d'un mandat qui ne peut pas excéder 6 ans et qui a une fonction principale d'être l'interface entre l'administration et les administrés pour faire en sorte que les administrés puissent disposer de services de qualité de la part de l'État et de ses démembrements. Voilà un peu la fonction du médiateur de la République, qui est saisi de réclamations des citoyens pour permettre à ces citoyens de jouir des services de qualité de la part de l'État. On rappelait tantôt, vous êtes magistrat de profession, hein, mais on vous sait quand même dans beaucoup d'instances internationales. Vous avez été délégué du Sénégal. J'étais délégué du Sénégal dans beaucoup de conférences internationales qui traitaient de problèmes relatifs aux droits de l'homme et des problèmes de gestion, concernant la justice internationale. C'est à ce titre d'ailleurs que j'ai représenté le Sénégal dans toutes les négociations qui ont abouti au traité de Rome qui a mis en place la Cour pénale internationale. Là, il y a eu l'intérieur du pays où vous avez servi, il y a la présidence de la République. J'ai servi à la présidence de la République, mais auparavant j'ai servi dans les juridictions. J'ai été formé comme magistrat, j'ai suivi une formation à l'école de la magistrature française. Quand j'en suis sorti, mon premier poste en 69 était Kaolack. Ensuite, j'ai gravi les échelons de la magistrature. J'ai servi tour à tour à la Cour d'appel, au Conseil d'État, à la Cour suprême. Et ensuite, j'ai exercé des fonctions de très haut niveau au ministère de la Justice. C'est une carrière remplie. Et ça veut dire que c'est ce capital expérience-là que vous mettez aujourd'hui en exergue dans le cadre de vos nouvelles fonctions. Est-ce que l'expérience... Une expérience diversifiée est nécessaire pour gérer un certain nombre de situations. C'est la raison pour laquelle je voudrais que vous ne vous arrêtiez pas seulement à mes fonctions juridictionnelles, parce que je suis certes un magistrat, mais j'ai servi à l'extérieur de la magistrature, notamment à la présidence de la République, où j'ai exercé de hautes fonctions administratives. Fonctions administratives, notamment comme conseiller du chef de l'État, des anciens chefs d'État qui ont présidé aux destinées du Sénégal, comme inspecteur général d'État, comme secrétaire général de la présidence de la République, comme président de la Commission nationale des contrats de l'administration. Vous voyez donc que pour exercer des fonctions de président de la Sénat, il ne suffit pas tout simplement d'être magistrat. Encore que, je dois le préciser, le président de la Sénat, les deux présidents de la Sénat qui se sont succédés à la tête de cette institution étaient des magistrats. Cela ne veut pas dire que c'est une fonction réservée seulement aux magistrats. Et vous êtes arrivé à la suite de la démission de votre prédécesseur, hein, M. Touré. Oui, dans les conditions qu'il est pénible de rappeler. Mais en réalité, je n'étais pas destiné à aller exercer ces fonctions de président de la Sénat. Je dois même dire que c'est de façon tout à fait accidentelle. Mais qu'est-ce qui fait la délicatesse de ce sacerdoce-là? Le Sénat, on sait que la matière électorale elle est très complexe. Là. La matière électorale est très complexe. La matière électorale est très complexe parce qu'elle arbitre des ambitions des personnes, des personnalités, des personnalités politiques qui veulent gérer, disons, le destin des Sénégalais. Que ce soit comme président de la République, comme maire, ou comme président de conseil régional, ou peut-être même, cette fois-ci, de conseil départemental. Président de conseil rural également. Donc, vous voyez, ce sont des appétits qui sont aiguisés
et les personnalités politiques qui veulent conquérir des places de prise de décision sont prêtes à y mettre toute leur énergie et toute leur capacité de persuasion. Nous devons donc arbitrer. Nous devons arbitrer parce que ça vient avec tout un lot de passion qu'il faut maîtriser, qu'il faut canaliser. Qu'il faut maîtriser, qu'il faut canaliser. Et bon, évidemment... Et justement, et dans quel état d'esprit vous avez piloté ce processus qui doit aboutir aux élections de juin 2014? Je pense que dans le même esprit que j'ai présidé avec mes collaborateurs à la préparation de l'élection présidentielle de 2012, qui était autrement plus difficile et plus délicat dans le contexte que nous avons vécu à ce moment-là. Le président de la République qui voulait aller, disons, à la conquête d'un troisième mandat dans des conditions de contestation larvée qui avaient mis le pays en péril. Donc, vous comprenez que c'était très difficile, une campagne électorale houleuse, où nous avons dû faire preuve de beaucoup de sens de responsabilité pour amener les acteurs à la raison. D'accord. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le front s'est stabilisé? Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour aller aux élections prochaines? Toutes choses étant égales par ailleurs, comparaison, non comparaison, mais je compare avec les pénibles situations que l'on a vécues, que l'on a surmontées du scrutin présidentiel de 2012, avec les scrutins législatifs de 2012 également, de juillet 2012, bon, relativement plus calme, mais toutes choses étant égales par ailleurs, nous considérons que nous avons acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir aller affronter les élections de juin 2014, les élections locales de 2014, qui ne se présentent pas dans le même contexte. Je pense que maintenant, la tension est un peu remontée après l'exacerbation de juin 2012, de février 2012 et juillet 2012. Et maintenant, je pense que, bon, nous voguons sur une mer relativement calme. Et nous espérons que nous n'aurons pas à connaître des situations aussi difficiles et délicates. Je vous avoue que si vous avez vécu la situation que nous avons vécue, la Sénat, en 2012, vous serez sûr que ce n'est pas une mince affaire. Et là, vous allez tout droit vers une troisième élection. Hein. Récemment, vous venez tout droit de boucler d'ailleurs un séminaire de 2 jours pour mettre les acteurs à niveau. Quels sont un peu les actes de ce séminaire-là? Qu'est-ce que vous avez arrêté définitivement en perspective de ces élections? Je pense que ce que nous avons arrêté définitivement en perspective de ces élections, c'est ce que, disons, tout responsable doit faire, c'est-à-dire prévenir, anticiper et mettre en place des mécanismes suffisamment forts, rodés, pour affronter des difficultés, sans pouvoir préjuger de ce que seront ces difficultés. Bon, que ça soit calme ou que ça soit difficile, mais il faut que nous soyons prêts à affronter l'échéance de juin 2014. Est-ce que vous avez fait tous les comptes relativement aux cartes, au taux de retrait et tout ça? Bon, mais ça, c'est, disons, des activités dans lesquelles nous sommes impliqués simplement au titre de notre mission générale de supervision et de contrôle. Mais c'est des activités qui appellent plus particulièrement les responsabilités de l'organe chargé de la gestion des élections, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Mais nous participons activement à ces activités-là, d'autant que nous avons une mission permanente d'avoir un œil sur le processus électoral du début à la fin. Donc nous sommes là-dedans, dans les commissions de distribution de cartes, dans les commissions de retrait, dans les commissions d'inscription sur les listes électorales. Nous sommes présents, encore que c'est une activité dont la responsabilité principale incombe au ministère de l'Intérieur. Mais pour être prêts, nous vous disons que nous sommes prêts. Ce n'est pas simplement, disons, d'être prêts sur le plan matériel, mais également, il faut gérer les hommes, les ressources humaines. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons estimé devoir former nos différents démembrements pour appréhender, disons, les nouveaux défis qui sont générés par les 2 codes qui viennent d'être
voté et promulgué le code électoral, général voilà, le code des collectivités locales et le code électoral. J'espère que vous avez tiré les leçons des élections passées quand même, hein, les points d'achoppement, les difficultés que vous avez rencontrées en 2009. Oui, oui, nous avons déjà, d'ailleurs, sur ce point-là, fait un communiqué, une communication qui s'appuyait sur les leçons à tirer de l'élection de 2009, des locales de 2009, le dernier local de 2009, bon, qui avait, disons, abouti à des renversements de situation sur l'échiquier politique local. Mais je pense que les élections de 2009 n'ont pas connu de problèmes majeurs sur le plan de la sécurité du vote, sur le plan du maintien de l'ordre public. Donc ce n'est pas tant un repère, c'est juste, disons, un phénomène dont nous avons tiré quelques enseignements, et ces enseignements vont nous permettre de nous réadapter. Direction locale de 2014. Mais il n'y a pas de problème majeur. Mais où est-ce que vous voulez fixer le repère? On sait que ces élections se tiennent quand même dans un contexte particulier, marqué par l'acte de la décentralisation. Est-ce que vous êtes suffisamment préparé à ces réaménagements? Est-ce que vous aussi, vous avez connu des réaménagements au niveau de vos modes de fonctionnement classiques au niveau de la CEDEAO? Non. Nous, notre fonction de supervision et de contrôle ne change pas. Les règles? Les règles sont les mêmes. Les règles ne changent pas. Ce qui change, c'est la distribution des responsabilités au niveau local. Il n'y a plus de régions. Bon, il y a des conseils départementaux. Il n'y en avait pas. Il y a des conseils départementaux dans certains départements. Il n'y en a pas dans certains autres. Par exemple, à Dakar, Pékin, Guédiawaye, il n'y a pas de conseil départemental. Il y en a partout ailleurs. Bon, les régions, il n'y en a plus. Les communes d'arrondissement, il n'y en a plus. Les modifications quand même de la configuration. Il n'y en a plus. Les sénateurs, il n'y en a plus. Les conseillers régionaux, il n'y en a plus. Donc, c'est toutes ces modifications apportées au Code général des collectivités locales et dont les répercussions vont inévitablement avoir sur le Code électoral, ce sont ces réadaptations que nous allons mettre en musique. Je pense que maintenant, il faut mettre tout en harmonie, que le code électoral et le code général des collectivités locales puissent être, disons, voir leur modification être traduite en actes concrets. Ce qui a été fait, le législateur l'a fait, et nous maintenant, fort de cela, nous allons nous réadapter. Puisqu'il n'y a plus de conseillers ruraux, il n'y a plus de conseillers régionaux, on n'élit plus que des conseillers départementaux, on n'élit plus de conseillers d'arrondissement. C'est une reconfiguration majeure, ça. Une configuration majeure. Il faut nous adapter. D'accord. Il faut nous adapter. Maintenant, il y a énormément de communes. D'accord. Il y a énormément de communes. Il y a 552 communes. On va voter pour 21 918 conseillers. Vous imaginez? C'est un challenge. C'est énorme. C'est énorme. Vous venez de le dire, c'est énorme. Les conseillers des villes, les conseillers départementaux, il y a 2340 conseillers départementaux qu'il va falloir élire dans 42 départements, à l'exception de Dakar, Pékin, Guédiawaye. Vous voyez les enjeux. Oui. Mais au regard de ces enjeux-là, aujourd'hui, vous, quels sont aujourd'hui, quel est le niveau d'évolution un peu du processus? Est-ce qu'il y a des points d'achoppement à quelques encablures de ces élections? Non. Ou alors est-ce que... Non, je dois vous rassurer tout de suite. Je l'ai dit immédiatement après l'ouverture du séminaire. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts. Je crois que pour être prêt, il faut d'abord être prêt dans sa tête. Nous sommes prêts dans notre tête. Nous amorçons ce tournant avec beaucoup de gravité, certes, mais avec beaucoup de responsabilité. Vous comprenez? Donc... Et le contexte dans lequel doivent se tenir ces élections-là, tout cela a été analysé? Tout a été analysé. Tout a été analysé. En ce qui nous concerne, nous avons maîtrisé notre outil de travail. Maintenant, nous l'affinons. D'accord. Maintenant, nous l'affinons. Nous avons dans chaque département 5 représentants. Si vous comptez les 45 départements multipliés par 5, vous avez 250 collaborateurs
de la Sénat, qui dépendent de notre autorité. Nous les avons fait venir à Dakar, nous les initions aux nouvelles techniques de vote consécutives aux changements intervenus sur la carte électorale. Vous voyez un peu, en 2 jours, en faisant appel à des professionnels. Avec des cas pratiques, et nous les lançons maintenant sur le terrain à partir de demain. Vous êtes mentalement prêt, financièrement aussi. Vous disiez hier que toutes les conditions sont réunies, les conditions financières. Vous avez un budget d'1 milliard, c'est suffisant pour... Oui, largement. Donc, côté finance, il n'y a pas de... Côté finance, non. Nous avons eu à crier sur tous les toits à l'occasion de la consultation présidentielle et des consultations législatives que nous étions dans un état d'impécuniosité alarmant. Bon, mais ça, c'est complètement derrière nous. Et par rapport au dépôt des listes? Les dépôts de listes vont démarrer le 24. Aujourd'hui, on est combien? 23. Ah, c'est demain. Et date butoir? 29 avril. Est-ce qu'il y a des règles à rappeler à ce niveau-là aux partis, aux coalitions de partis qui vont... Les règles à rappeler aux partis et aux coalitions de partis se feront par l'intermédiaire du ministère chargé des élections. Vous allez devoir rappeler aussi les règles, vous? Oui, nous devons les rappeler. C'est pourquoi nous les rafraîchissons d'ailleurs à l'intention de nos collaborateurs que nous avons conviés à Dakar pendant 2 jours. Vous voyez ça? Le guide pratique. C'est le guide pratique qui a été élaboré par le ministère de l'Intérieur et qui est à la disposition de tout le monde, de tous ceux qui sont chargés. Les partis en disposition? Tous les partis. Vous l'avez distribué gratuitement? Mais oui, c'est les partis, l'administration territoriale, les partis, les préfets, les sous-préfets, tout le monde doit disposer de cet outil. C'est un guide pratique. Et j'invite d'ailleurs, ce plateau me donne l'occasion d'inviter tout le monde à regarder vraiment avec beaucoup d'attention ce guide pratique détaillé qui contient toutes les conditions à remplir et qui contient également toutes les conditions à ne pas remplir, sous peine de voir sa liste déclarée irrecevable. Donc, je pense que les partis politiques qui vont à la compétition ont tout intérêt à regarder de très près ce guide pratique pour ne pas se voir opposer une irrecevabilité qui aurait été de leur fait parce que, justement, et par rapport à ces irrecevabilités-là, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans la conduite de ce processus-là? En tant que Sénat? En tant que Sénat, non, nous n'avons peut-être pas de problème majeur à soulever, je vous l'ai dit, sur le plan financier, sur le plan de la formation, sur le plan de l'engagement. Nous sommes prêts. D'accord. Et lors de votre séminaire, vous avez abordé la question des pièces d'état civil à fournir, au-delà des pièces classiques. Il y a l'extrait de naissance et le casier judiciaire. Quels sont un peu les régimes juridiques qui encadrent l'utilisation de ces pièces? Non, mais le casier judiciaire, on a fait une communication axée sur le casier judiciaire. On a fait une communication axée sur les pièces d'état civil. Et c'est quoi leur particularité, ces 2 pièces? La particularité d'une pièce d'état civil, c'est de retracer la vie de l'individu, de sa naissance à sa mort. Sa naissance donne un certificat de naissance, son mariage, certificat de mariage, son décès, son acte de décès, son divorce. On met en marche sur de son état civil. Vous voyez, ça c'est pour retracer l'individu de sa naissance à mort. C'est l'acte d'état civil. Maintenant, le casier judiciaire, c'est le passé de l'intéressé par rapport à la délicatesse de son comportement vis-à-vis de l'ordre public. La délicatesse de son comportement vis-à-vis de l'ordre public. C'est-à-dire, s'il est en marge de la loi, s'il commet une infraction, s'il commet une infraction, qu'il est condamné par les juridictions répressives, par une peine afflictive ou infamante, ou par une peine correctionnelle, ou par une peine d'amende, cette condamnation doit figurer sur son
extrait de casier judiciaire. Mais je m'empresse de vous dire que cet extrait de casier judiciaire-là n'est pas une pièce obligatoire qu'il faut fournir pour l'élection locale de juin 2014. D'accord. On revient à la Sénat. Vous êtes créé en 2005 par la loi 2005-07 du 11 mai 2005. C'est un mandat de 6 ans. Vous êtes arrivé à la suite de la démission de votre prédécesseur, on l'a dit. Il vous reste un an de mandat. Non, vous êtes dans la disposition de remplir où? Je suis arrivé en 2009. J'ai un mandat qui s'achève décembre 2015. Décembre 2015. Et maintenant, ce mandat s'achève. Il y a des réaménagements internes qui doivent se faire à l'intérieur de la Sénat selon une technique de renouvellement assez difficile que nous maîtrisons, que nous allons mettre en œuvre, parce que tous les 3 ans, il y a un renouvellement au tiers sur les 12 membres. Et donc, évidemment, moi je suis arrivé en 2009, il y a des membres qui sont arrivés en 2005 à la Sénat. Donc c'est tout un ensemble de règles qui sont dans le code électoral, dans la partie concernant la Sénat, qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais le moment n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé au terme du délai pour amorcer les mécanismes prévus par le code électoral. Mais pour le moment, je suis en fonction, je suis bien en fonction, et je suis dans une position légitime. D'accord. Votre prédécesseur avait démissionné sur un différend avec l'ancien président Wade. Vous êtes en phase avec l'exécutif. Est-ce qu'il arrive des moments où vous pouvez être en désaccord avec l'exécutif dans le cadre de l'exercice de cette mission-là? Non. Pourquoi? Je ne peux être en déphase avec l'exécutif que quand il s'agira de mettre en jeu les règles du code électoral. Je ne pense pas que à l'état où nous sommes arrivés au niveau de la démocratie, qu'on puisse modifier les règles démocratiques en faisant en sorte qu'il y ait des contestations majeures qui invitent à une confrontation avec le pouvoir exécutif. Je ne le pense pas. Il y a eu des problèmes, je dois dire, pendant la campagne électorale passée pour l'élection de 2012. Nous nous sommes érigés très fortement contre une pratique qui consistait à interdire des manifestations sur la place de l'Indépendance de la part de certains candidats, ce qui était manifestement impossible. Un candidat qui va compétir pour l'élection présidentielle pendant la campagne a toute liberté de tenir ses réunions sur tout l'espace du Sénégal. Ces dispositions qui sont toujours de rigueur dans le code là? Ah oui, c'est la loi sur les réunions et la loi sur le code électoral. C'est 2 dispositions combinées. Selon vous, de 2005 à 2014, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour la Sénat? Comment appréciez-vous un peu la trajectoire suivie par l'institution? Moi, je pense que nous ne pouvons pas nous juger nous-mêmes. Je pense que ce sont les Sénégalais, les observateurs nationaux et internationaux qui doivent juger de la capacité de la Sénat à assurer correctement sa mission, qui consiste à dire que le contrôle et la supervision se sont faits dans d'excellentes conditions et que la Sénat n'a pas failli à sa mission qui était de garantir la sécurité du vote des citoyens et par là asseoir définitivement notre pays dans sa position ou sur son socle de pays démocratique qui est très soucieux de faire jouer les règles de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Nous en sommes à ce niveau-là et je pense, pour pouvoir tirer un peu la leçon de 6 ans, les 4 années que j'ai conduit et destiné de la Sénat, que sur ce plan-là, les Sénégalais nous ont positivement apprécié, nous ont positivement jugé. Ils ont positivement jugé, je n'ai pas entendu quelque part de récrimination ou de critique dure,
même injustifié à l'encontre de la Sénat, ce dont je me félicite. Dans d'autres pays, on a la commission électorale indépendante. Ici, on a autonome, c'est des adjectifs, hein? C'est quoi la nuance? Ou alors, est-ce que pour vous, cette Sénat, dans sa configuration, c'est cela qu'ici au pays, au Sénégal? Bon, l'expérience a prouvé que partout, il y a eu des décennies, il y a eu des problèmes. Malheureusement, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence heureuse. Tous ceux qui ont décennies viennent s'inspirer de notre Sénat. Non, ils viennent s'inspirer de notre Sénat. Alors, pour autant dire que le travail que nous faisons pour le bien de la communauté est un travail apprécié, je pense apprécié positivement. En tout cas, moi personnellement, je m'honore d'être président de cette institution à la fin de ma carrière. Parce que quand même, j'ai beaucoup fait depuis 1969, où j'ai commencé ma carrière à Kaolack, jusqu'à ce jour où je compte presque une quarantaine d'années de service au nom de la République. C'est le dernier combat qu'on mène, quoi, ici. On livre. En tout cas, je voudrais que ce soit véritablement un combat glorieux, de quelqu'un qui s'est investi au service de son pays. D'accord. Je vous remercie. Je rappelle que vous étiez venu ici dans le cadre des élections de juin 2014. Et vous confirmez que ces élections se tiendront à date, hein? Je ne suis pas maître du calendrier républicain. Je peux vous garantir que nous sommes prêts. Si l'élection se passait demain, nous allons... Mais à l'état actuel de l'évolution des choses... Si l'élection se passait demain, je dois vous dire que nous serons à pied d'œuvre pour assurer notre mission de contrôle et de supervision. Merci. Maintenant, Dieu seul sait, les pouvoirs publics, le ministère de l'Intérieur, l'exécutif, ce sont les maîtres du calendrier républicain. Mais en ce qui nous concerne, quelle que soit la date qui sera en définitive retenue, retenez que la Sénat et ses démembrements sont déjà prêts à assurer la mission que le peuple leur a confiée. Merci, Président. C'est le président de la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Merci d'avoir suivi ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité.